Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française dont la présentation est assurée par moi, Eddy Sabiti. Et nous allons commencer cette édition par le Rwanda qui se félicite de la croissance des exportations minières qui sont passées de 43,0% en 2023 par rapport à l'année précédente. L'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz attribue entre autres cette croissance à plus de professionnalisme que l'on remarque dans ce secteur, un secteur qui compte beaucoup pour ce qui est de l'économie nationale. Des plus amples détails ici, nous nous confions à notre confrère Jean-Damascène Manishimwe. Les statistiques de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz montrent qu'en 2023, les exportations des minerais au Rwanda ont atteint plus de $1,1 milliard américains contre 672 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 43%. Entre octobre et décembre 2023, la production minière a connu une augmentation de 34,9% par rapport au même trimestre de 2022. La plus forte production enregistrée par le Rwanda est celle de l'or, qui a fait entrer dans le trésor public plus de 202 600 000 dollars américains. En deuxième position, le coltan, qui a généré plus de 18 900 000 dollars américains. Le wolfram, plus de 7 800 000, alors que la castérite a fait entrer dans le trésor public plus de 6 400 000 dollars américains. Le président de l'association des miniers au Rwanda, Jean-Malik Kalima, indique que cette production minière pourrait croître davantage dans les prochaines années, avec notamment la découverte de nouveaux types de minerais jusque-là inexploités au Rwanda. Parlons maintenant de lithium. C'est un nouveau produit qui est recherché sur le marché, surtout dans l'industrie automobile, où ce produit est retrouvé au Rwanda. Et c'est vraiment une bonne chose parce que ça va faire encore un autre produit de plus le 3T et l'or. Maintenant, nous avons le lithium qui est vraiment très sollicité sur le marché international. Et la quantité n'est pas encore connue, mais avec la petite prospection qui a été faite, on a trouvé qu'il y a assez de réserves qui pourront être même capables, qui va nous permettre même de songer à faire une usine de raffinage de ces produits au lieu de l'exporter en produits, en matière première. L'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz attribue pour sa part cette croissance minière à une valeur ajoutée accrue, à plus de professionnalisme dans ce secteur, à un investissement accru dans la mécanisation, ainsi qu'à la mise en œuvre stratégique des pratiques minières durables et responsables. Merci beaucoup à Jean-Damascène Manishimwe. Parlons éducation à présent avec le gouvernement du Rwanda qui a dévoilé son plan visant à relever les principaux défis, notamment dans le secteur de l'éducation, notamment avec l'acquisition des équipements essentiels dans les écoles techniques et professionnelles, ainsi que dans les laboratoires des écoles qui enseignent notamment les sciences au Rwanda. Les détails avec notre confrère Patrick Nyiridanti. L'augmentation du nombre d'écoles techniques et professionnelles est incluse dans la stratégie nationale de transformation NCT1. Ces écoles se trouvent actuellement dans presque tous les 416 secteurs du pays. Néanmoins, certains enseignants se plaignent du manque d'équipements essentiels nécessaires pour la formation et cette situation affecte la qualité de l'éducation. Par exemple, dans notre laboratoire informatique, les étudiants doivent étudier les logiciels de construction, mais aussi utiliser régulièrement les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Si la machine est utilisée par deux étudiants en même temps, vous ne pouvez pas évaluer chaque étudiant individuellement. Le même problème est signalé également dans la plomberie. Le même défi est relevé dans les écoles d'enseignement des sciences
où il y a un manque criant des laboratoires pour les travaux pratiques. Experiments zisaba nko gukoresha urugero acide sulfurique. Il y a des expériences qui nécessitent l'utilisation d'acide sulfurique qui ne peuvent être entreprises nulle part. Ce que nous pouvons faire, ce sont des expériences simples, faites en transportant des petits équipements jusque dans les salles de classe. Et nous évitons d'entreprendre des évaluations pouvant comporter des risques. En vue de voir les différentes stratégies du gouvernement visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés, les parlementaires ont invité le chef du gouvernement à une séance de questions et réponses. Pour lutter contre le chômage, le gouvernement a augmenté les inscriptions dans les écoles techniques et professionnelles comme une approche efficace. Néanmoins, lorsque vous visitez ces écoles, vous constatez un manque criant d'équipements essentiels. Lors de sa présentation à la session conjointe du Parlement rwandais sur les progrès de la reprise économique post-Covid, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a abordé les mesures en place pour résoudre ces différents problèmes. Nous sommes conscients que ces écoles techniques et professionnelles, TVET, ont besoin d'équipements surtout pour les ateliers et que ces équipements coûtent assez cher, mais nous sommes en train de les acquérir progressivement. Même si nous nous concentrons sur les écoles techniques et professionnelles TVET, mais notre attention est aussi tournée vers l'enseignement général. Il y a un manque de laboratoires. Nous en construisons également et introduisons des laboratoires mobiles qui peuvent être partagés entre des écoles proches. Mais cette idée est encore en discussion. Nous en sommes conscients. Et pour les écoles techniques, comme on les appelle des compétences pratiques, nous savons qu'elles ont un besoin urgent de ce genre d'équipement. Le Rwanda s'est fixé comme objectif de créer des écoles techniques et professionnelles TVET dans chaque secteur du pays et que 60% d'étudiants soient scolarisés dans ces écoles. Au cours de l'exercice 2022-2023 finissant, il y avait 40% des boursiers inscrits dans les écoles techniques et professionnelles. Merci donc Agnelli Dandi. Patrick, parlons, sortons un tout petit peu de l'actualité nationale pour parler de l'actualité au niveau du continent avec ce week-end où devait commencer le 37e sommet de l'Union africaine où les chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Addis Abeba. C'est dans un contexte difficile à l'heure où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20 et qu'elle a intégré depuis septembre dernier. De nouveaux États manqueront donc à l'appel à la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale éthiopienne. C'est notamment le Gabon, le Niger, suspendu après des coups d'État, tout comme le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso depuis 2021 et 2022 pour parler et surtout essayer de voir le contexte dans lequel ce sommet va se dérouler. Nous sommes rejoints dans ces studios par Kader Diarra. Il est malien, consultant en gouvernance. Bonjour et bon après-midi. Bonjour. Voilà, ça va. Merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Kader, 37e sommet de l'Union africaine, je le disais dans l'introduction, c'est dans un contexte difficile, presque lourd. C'est la même lecture de la situation que vous avez. Et si c'est oui, pourquoi? Merci aux fidèles téléspectateurs. Et également, oui. Vous pouvez hausser la voix, s'il vous plaît. D'accord. Je disais que je remerciais pour l'invitation. Oui. Et aussi que le problème aujourd'hui qui concerne l'Union africaine, et pour ne pas dire que je soutiens vos propos, mais très délicat. Parce que déjà, si on regarde l'origine de cette création,
c'est pour renforcer l'unité. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays, surtout dans les micro-États, qui cherchent à se départir des organisations sous-régionales. Et ça, sous-régionales, et ça déjà, ça pose énormément de problèmes. Donc, vous affirmez que c'est dans un contexte compliqué où les blocs régionaux. Nous avons depuis 2016, avec notamment l'entame de la réforme de l'Union africaine qui se voulait s'appuyer sur les blocs régionaux afin de garantir un nouveau départ et surtout de renforcer l'efficacité de l'Union. Alors, comment est-ce que les choses vont se passer alors qu'on remarque que dans plusieurs blocs régionaux, la situation n'est pas très louable. En tout cas, on est vraiment loin de l'unité dont l'Afrique veut. C'est un sommet porteur de beaucoup de défis. Et comme on le dit, les défis permettent également à ces hommes-là de revoir une fois de plus les politiques à venir. C'est pourquoi nous voyons déjà que les premiers points à débattre, comme l'a annoncé le secrétaire général en exercice, c'est le fait de l'état des lieux. Et l'état des lieux, pourquoi? Parce que, comme nous le disons, des blocs se forment. Et surtout, déjà, trouve qu'il y avait les résumés du précédent sommet qui présageaient beaucoup plus d'unité, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Et aujourd'hui, forte de remarquer que cela est très difficile. Justement, vous évoquez à certains le nouveau départ. Il s'agissait également, c'était une année cruciale pour ce qui est du départ du marché commun, notamment de la ZLECAf, de la zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que doit-on s'enregistrer du côté des pessimistes? Ça sera compliqué de partir et surtout de rendre effective cette zone? Actuellement, cette zone a beaucoup de problèmes, comme je le disais tantôt, surtout quand on voit la formation de ces blocs-là, notamment l'ARS qu'on voit au niveau de la CEDEAO et surtout les tensions entre les pays frontaliers. Ça aussi, c'est déjà un paramètre aussi à compter. Maintenant, ce qu'il y a à ajouter par rapport à la situation actuelle, c'est que déjà, le précédent sommet présageait que c'est l'Union africaine, que les présidents qui ont participé à ce sommet-là souhaitent adhérer à des groupements économiques tels que le G20. Et la question aujourd'hui se pose, lorsque nous voyons des sous-groupes qui font beaucoup plus appel aux BRICS, les données vont beaucoup changer. Et alors, à quoi s'attendre maintenant à ce sommet? Est-ce que c'est un sommet où on peut espérer avoir un consensus, par exemple, à la manière dont la résolution, sinon les résolutions des conflits, différents conflits qu'on remarque sur le continent, est-ce que ce sommet peut être un sommet porteur d'espoir par rapport à la résolution ou résolution des différentes crises sur le continent? Elle sera une voie, mais pas probablement la dernière, sans vouloir être assez pessimiste, mais plutôt réaliste, vu que déjà les données ne sont pas du tout favorables à un consensus immédiat, mais plutôt à un appel au dialogue pour redéfinir les voies et moyens pour renforcer cette unité-là, qui, comme on le disait tantôt, est assez fragile. Et surtout, lorsque nous regardons un peu plus loin, nous constatons que ces différents pays, ces différents blocs ont des aspirations, et ces aspirations-là, cette rencontre doit pouvoir donner des solutions tangibles à ces aspirations-là, notamment les questions sécuritaires et la libre circulation des hommes et des biens. Quand nous voyons que certains pays dans l'espace ont beaucoup avancé, déjà avec les free visas dans ces zones-là, et quand il y a des blocs qui se disloquent,
la question se pose, comment feront les citoyens de ces zones-là? Les citoyens des blocs sous-régionaux ont toujours, en tout cas, pointé du doigt la faiblesse de ces blocs par rapport à la résolution des conflits. On a fait appel à l'Union africaine. Est-ce qu'on peut espérer que, par exemple, au cours de ce sommet, on peut espérer que les blocs régionaux peuvent en sortir renforcés avec un soutien de l'Union africaine? C'est le souhait. On regarde aussi que l'Union africaine aussi a 91%. Le fonds budgétaire est reçu de l'extérieur. Donc cela aussi joue difficilement en la faveur d'une bonne politique et louable. Et surtout, donc vous voulez dire que l'Union africaine n'a pas les moyens de sa politique? Pas totalement, surtout ça. Elle n'a pas totalement les moyens de sa politique. Et également aussi au niveau du Conseil de sécurité, l'Union africaine fait appel à être un membre permanent du Conseil de sécurité qui, j'ose le rappeler, a été signalé par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour dire que toute cette situation repose sur un besoin crucial d'avoir de la sécurité dans cette zone pour faciliter la libre circulation des hommes et des biens. On a annoncé, juste à la veille de ce sommet, il y a la Russie qui a annoncé qu'elle allait retrouver les pays africains dans un sommet Russie-Afrique, mais cette fois-ci, pas à Moscou ni à Saint-Pétersbourg, mais plutôt sur les terres africaines. Comment déjà avez-vous accueilli cette nouvelle? La Russie qui veut rencontrer l'Afrique et les Africains en Afrique. Est-ce que c'est un nouveau départ? On va dire que finalement l'Afrique a retrouvé sa dignité. Disons plutôt que c'est une guerre froide qui ne dit pas son nom, parce que si on regarde l'évolution de l'actualité, les États-Unis aussi avaient fait le pas. La question aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, tous les partenaires que les Africains souhaitent avoir doivent pouvoir répondre à la question sécuritaire, qui leur permet de renforcer leur souveraineté et également aussi de pouvoir booster des politiques de développement durable. Et cela va sans dire que l'appel aujourd'hui a été lancé depuis le précédent sommet Russe-Afrique, qui est de renforcer cette souveraineté-là. Et que j'ose le dire, le faire en Afrique, c'est un premier bon départ. En tout cas, merci beaucoup pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes Kader Diarra, vous êtes consultant en gouvernance et vous êtes originaire du Mali. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Voilà, restons toujours dans l'optique africaine avec des observateurs qui estiment que l'Afrique a besoin de développer davantage son entrepreneuriat social pour doter le continent du développement inclusif qui tient en compte de toutes les couches de la population. C'est en tout cas le point de vue du docteur Faisal Congo du Burkina Faso, qui indique qu'il est donc de la responsabilité des autorités africaines, en particulier, de mettre en place ce changement. On l'écoute ici. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'Afrique, terre d'opportunités, mais en étant entrepreneur, en rentrant dans l'activité de l'entrepreneuriat, on se rend compte rapidement que il y a une colle qui manque, qui est le travail ensemble. Donc travailler en prenant en compte les autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà collaborer avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs aussi, mais en contrepartie, il faut pouvoir aussi faire des concessions. Donc j'avais donné l'exemple de l'agrotransformation et une chaîne fondamentale qui est la partie assurance qualité. Donc l'assurance qualité, ça peut être au moment du tri, du nettoyage et tout, et ça peut être un aspect qui peut être automatisé. On peut prendre juste une seule personne et une machine. Mais l'idée derrière, en fait, c'est avoir des personnes qui vont faire ça. Au lieu de faire des machines, c'est une manière de donner un retour. Ça va coûter peut-être plus cher à court terme par rapport à la machine qui va coûter moins cher à long terme. Donc ça va coûter un peu moins cher pour la machine. Mais en vrai, en ayant ce recul-là de se dire, je suis un entrepreneur, j'ai eu la chance de pouvoir lancer cette activité pour m'enrichir, mais derrière, il faut aussi penser aux autres.
ne faut pas juste dire, bon, écoute, moi je fais une machine de bout en bout automatisée. J'ai besoin juste de 5 personnes et c'est fini. Non, l'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, vous allez vous enrichir. Mais il faut prendre le recul pour se dire, la partie tri, je vais donner à des humains. C'est des gens qui vont faire. Ils vont avoir du travail. Je vais grandir avec eux. L'usine va grandir. Ça va être 10 personnes, ça va être 50 personnes, ça va être 100 personnes. Et je vais monter en fait l'assurance qualité avec ça. Donc c'est ça l'idée derrière. L'idée c'était de dire, faut qu'on, dans toutes ces opportunités-là, il y a beaucoup de gens, nous sommes nombreux, il y a la jeunesse, l'Afrique est très jeune, mais si on réplique les modèles dans lesquels on est dans l'industrialisation pure, sans le côté social, on va créer ce gap. Ce gap aussi, on va le répéter, comme ailleurs. Hein. Donc on va avoir des gens très riches, des gens très pauvres, et la couche moyenne, elle est très fine. Et si tu as une couche moyenne très fine, même toi en tant que riche, ça va te poser problème après. Tu vas passer toutes tes vacances à l'extérieur. Donc il y a des conséquences qui reviennent. Donc il faut qu'on apprenne de l'histoire et que les entrepreneurs d'aujourd'hui incluent cet aspect-là de social. On a besoin de social en Afrique. Pour que ça avance, ce n'est pas possible. On l'entend beaucoup, mais on ne le comprend pas en tant qu'entrepreneur tant qu'on ne prend pas ce recul. Donc moi, j'invite tous les entrepreneurs en Afrique à voir dans leur chaîne quel est l'aspect humain qu'il faut garder. Il faut un aspect humain à garder. On ne peut pas faire du numérique à 100%, on ne peut pas faire de l'automatisation à 100%. Ça ne marchera pas. Changeons de chapitre pour parler justice à présent. Avec ce jeudi, la Commission nationale pour les droits de la personne, en collaboration avec Rwanda Bridges to Justice, a commencé une formation sur la prévention de torture dans les lieux de détention. Madame Providence Omurungi, présidente de cette commission, revient ici sur l'objectif de cette formation. C'est d'abord pour mettre ensemble toutes ces institutions avec lesquelles la Commission nationale des droits de l'homme travaille avec. Et comme vous le savez, la Commission a un mandat, une mission spécifique, une mission de protéger, de promouvoir les droits de la personne et surtout une mission de prévenir les actes de torture ou tout traitement inhumain qui peuvent avoir lieu, surtout dans les milieux de détention. C'est pourquoi donc vous avez vu que les participants viennent de la police nationale, du bureau d'investigation RIB et du bureau de correction RCS. Donc c'est pour les mettre ensemble parce qu'ils travaillent en chaîne. Et surtout pour les rappeler des principes fondamentaux de respect des droits de la personne. Ce n'est pas parce que la personne est arrêtée, qu'il est suspecté d'avoir commis un crime, que son traitement on doit le traiter comme on veut. Ce sont des choses qu'ils connaissent. C'est beaucoup plus pour augmenter le renforcement des capacités de ces institutions et surtout justement pour aussi faciliter la façon de travailler ensemble comme des institutions qui soient complètes. Madame Providence Omurungi, elle ajoute également qu'il est primordial pour tout un chacun de connaître les droits de la personne et surtout de les faire respecter. À la connaissance d'abord de toutes les catégories des droits de l'homme, que ce soit les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs, ça ce sont les droits qui réfèrent à la solidarité entre les hommes, que tous les Rwandais, que tous les résidents sur ce territoire rwandais puissent s'efforcer, se fassent fort pour connaître les droits de l'homme dans tous leurs contours et essayer de les respecter et de les faire respecter. C'est dans cette situation que même la torture et tous les autres traitements cruels, inhumains et dégradants pourront être évités.
Il s'agissait plutôt de M. Sinigaya Silas, qui est vice-président de cette commission sur les droits de la personne. Et également, l'objectif principal pour ce qui est de cette formation est de prévenir la torture dans les centres des détention, comme l'indique ici Maître Kabagambe Joël, qui est également directrice adjointe à Rwanda Bridges to Justice. Au Rwanda, il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture dans les centres de détention. Quand les gens pensent que la torture existe, qu'ils sachent que les agents sont toujours formés. Renforcement des capacités, c'est parce qu'ils sont toujours formés pour que ces genres des abus ne puissent pas arriver. Et c'est même sur cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui nous ont permis de vous atteindre. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite de continuer à être fidèle à nos programmes. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.